Aussi étonnant que cela puisse paraître, notre rencontre avec ce monde discret commence en région parisienne, près de Sarcelles-Village. Oui, vous avez bien entendu. Mais Sarcelles n'est pas qu'un miroir de l'urbanisme galopant, c'est aussi la plaine de Chauffour, une coulée verte, refuge d'un coin de nature. Mais pour combien de temps encore? À quelques dizaines de mètres de là, notre petit jardin. Insecticides et autres poisons y ont été bannis. Les mauvaises herbes, comme certains les appellent, ont été préservées. Et notre jardinet, à la belle saison, s'illumine de fleurs humbles, mais attractives pour les petites bêtes. Un choix qui, au fil des années, offre aux passionnés un champ d'observation inespéré. Bien sûr, les papillons qui ont ravi mon enfance, comme le macaon et le grand paon de nuit, ont disparu, et je crains fort de ne jamais les revoir ici. Mais, paradoxe de la nature, d'autres insectes sont apparus. Cette chrysomèle qui vit sur le romarin, entre autres, a la même origine que le dorifort. Elle est apparue en France au début des années 1980. La rose trémière, plante rustique, a bien sûr sa place dans ce havre de paix. Elle fournit pollen, nectar et sève. Aussi est-elle très fréquentée par les bestioles. En y regardant de plus près, nous y découvrons un minuscule charançon, le Rhopalapion longirostre. Lui aussi est apparu en France durant les années 80. Son nez est si long qu'il ferait pâlir Cyrano de Bergerac de jalousie. Bon, jusque-là, rien de renversant. Mais au fin de la reproduction, des couples se forment. On se cherche, on se trouve, puis on se quitte, on se retrouve. Enfin, pas toujours. On se croyait tranquille. Eh ben non. Un rival intervient et essaie de reprendre son bien. Pardon, je voulais dire la sienne. Mais l'autre s'accroche tant et si bien que, dépité, il abandonne. Le couple pensait être enfin seul quand, subrepticement, un chétif moucheron survient. Nos Rhopalapions n'ignorent pas l'indiscret, mais n'ont aucune idée du danger qui les guette. Le but de ce nain, qui ne dépasse guère 2 mm, est de pondre sous le ventre de nos petits charançons fort occupés. Une fois écloses, les larves de cette guêpe perceront la cuirasse de nos apions pour les vider de leur substance vitale. Ouf, sauvés par un rival. Enfin, momentanément, hélas. Laissons-les à leur triste sort et jetons un coup d'œil sur ces mauvaises herbes qui prolifèrent à la base des roses trémières. Sans aucun doute, le bon jardinier ne les aurait pas tolérées. Dommage, car nous n'aurions pas pu y observer ces petites mouches que nous appelons platystomas. Mais chez elles, pas de chahut.
tout se passe en dansant. À un pas de là, les fleurs du lys blanc nous enivrent de leur parfum suave. Cette plante abrite un parasite rutilant, le Lyoceris lili, anciennement appelé Crioceris merdigera. Pourquoi avions-nous affligé ce gracieux coléoptère d'un nom aussi répugnant? Se nourrissant des feuilles du lys, il est normal d'y voir ses excréments. Mais quand nous voyons cette déjection se déplacer toute seule, reconnaissons qu'il y a de quoi se frotter les yeux. Là encore, la loupe est bien utile. En fait, les larves du cryocère se recouvrent de leurs excréments pour se protéger de la déshydratation et des ardeurs du soleil. Voilà pourquoi nous les appelions merdigera. Arrivée au stade où la larve va se nymphoser dans le sol, elle se débarrasse de son manteau de matière fécale. Autre bestiole bien présente dans le jardin, les araignées, et en particulier la Salticus scenicus, dont la vue et l'agilité sont étonnantes. Mais comment font-elles pour capturer des mouches aussi grosses qu'elles? La façon dont elles maintiennent le diptère capturé n'est pas sans rappeler la position du motard sur son bolide. Aussi, profitons-en pour nous évader en Provence, à Digne-les-Bains. C'est là que j'ai eu la réponse avec la Philaeus chrysops, cousine de notre Saltis sarcelloise. Au regard du petit jardin de la banlieue parisienne, la colline Saint-Vincent est un paradis pour l'entomologiste. Que de trésors pour le passionné. L'amophile, la scolie, la punaise carnivore qui lorgne sur les fipigères, l'ampus qui épie la chrysis, mais revenons à notre Saltis méridional. Nous pouvons la voir au printemps prendre un bain de soleil sur les éboulis. Le mâle est reconnaissable à son abdomen rouge et noir. La femelle fait penser à une petite main poilue crispée sur des cheveux. Comme la Saltis parisienne, notre Philaeus est errante et chasse à l'affût. Une bestiole qui passe à moins d'1 mètre de la guetteuse est détectée. Mais elle ne bondit pas sur n'importe quoi. Cette petite larve d'homoptère ne l'émeut guère. La larve du crache-sang ne l'intéresse pas non plus. Les diptères sont leurs proies préférées. La mouche à damier provoque une approche prudente.
mesurer, la réaction du gibier analysée. Raté. Notre saltisse ne se décourage pas pour autant. Elle rejoint son poste d'observation et attend une nouvelle opportunité. Cela peut durer quelques minutes, mais parfois des heures. Gare à l'installation. Le bond est fulgurant. En un éclair, la mouche est maîtrisée. Paralysée, la malheureuse sera dévorée à moitié vivante. Une femelle fait son apparition dans le champ visuel de notre chasseur rassasié. On s'observe, on se toise. Le mâle avance prudemment vers la belle et commence à gesticuler. « Ouh, c'est moi !» Après quelques accolades, le couple disparaît. Nous n'en verrons pas plus. Quelques minutes se passent. La femelle ressort. Le mâle rejoint sa place de guetteur. Bien. Il est temps de rentrer pour se restaurer. Je m'arrête toujours devant le buplèvre laineux. Ces fleurs insignifiantes attirent de nombreux insectes. Une punaise rayée de rouge et de noir, la Graphosoma italicum, se nourrit de sa sève. J'en remarque une qui est à l'écart. Tiens, elle n'est pas seule. Une fourmi lui tient compagnie, et le comportement de celle-ci m'étonne. Elle a les mêmes mimiques que la fourmi qui quémande une goutte de miella au puceron qu'elle protège en échange de cette nourriture succulente. Oui, mais là, il s'agit d'une punaise. Certes, elle s'alimente comme les pucerons, mais à ma connaissance, les fourmis n'entretiennent pas ce genre de relation avec ces insectes qui n'aiment pas être opportunés. Après un quart d'heure de gesticulation de la fourmi, la punaise n'a rien cédé. Aussi, je reprends le chemin de la maison. Après le repas, œutrier, je retourne au buplèvre laineux. Et là, tenez-vous bien, la fourmi et la punaise sont toujours là. Le soir, puis le lendemain au soir, la punaise et la fourmi sont exactement au même endroit. Une pluie durant la troisième nuit interrompt cette étonnante complicité et nous prive peut-être d'une réponse pour comprendre le sens des palabres de la fourmi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Cette pluie est la bienvenue pour la Yule qui apprécie l'humidité. Une fourmi de perdues, des milliers de retrouvés. Elles ont colonisé la colline Saint-Vincent et il suffit de s'asseoir un moment pour que notre regard soit attiré par ce monde laborieux. Celle-ci répare les dégâts occasionnés par le ruissellement de la pluie. D'autres
sont à la recherche de nourriture pour leurs fourmilières. Une pièce intéressante a été trouvée, encore faut-il la saisir pour l'emporter. Et voilà, le tour est joué. Un peu plus loin, l'entrée d'une fourmilière se trouve quelque peu embouteillée. Une équipe de travailleuses s'escrime à emmagasiner une graine. Mais voilà, cette graine en forme d'artichaut est plus large que l'entrée. De surcroît, le sens choisi par nos fourmis écarte les feuillets de la graine, ce qui évidemment accentue la difficulté. On se pousse pour laisser passer, puis on insiste, sans succès. On réinsiste, toujours sans succès. Mais, contre toute attente, de façon fortuite ou concertée, une fourmi positionne la graine dans le bon sens. Et tout rentre dans l'ordre, si on peut dire. Notre travailleuse aurait fait preuve de discernement. Peut-être. Mais celle-ci, victime d'un accrochage imprévisible, ne se pose pas trop de questions. Dommage. Elle me fait douter du soupçon, de bon sens, que j'aurais pu accorder à mes petites bêtes. L'espèce humaine serait la seule à posséder le bon sens. Alors, il est peut-être encore temps qu'elle en fasse usage, pour que nos petits et arrière-petits-enfants puissent s'émerveiller du papillon qui déploie ses ailes.